Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Merci Bernard de m'offrir cette occasion de partager ce qui me fait vibrer depuis maintenant une quinzaine d'années. C'est pas un nouveau sujet, mais voilà, je suis ravi d'être là, surtout d'en parler avec vous, d'avoir aussi votre retour, parce que c'est un sujet, pour moi, on n'en est qu'au tout début. Et que donc forcément, j'arrive avec une question, je vais peut-être repartir avec 10, mais ça me va. Et donc c'est l'objectif aujourd'hui de cette petite introduction à ce sujet. Je l'ai appelé « Quels investissements pour la résilience de la supply chain de demain ?» Donc on parle beaucoup d'investissements aujourd'hui dans la supply chain. Et voilà, donc j'amène aussi ce sujet sur la table pour savoir quelle part on va mettre aujourd'hui sur la table pour s'assurer que nos supply chains de demain soient effectivement résilientes. Donc Bernard l'a dit très rapidement, moi j'ai fait mes études en partie en Tunisie, ensuite au Canada. J'ai fait ma thèse sur le design de la supply chain sous incertitude, et c'est là que j'avais découvert le mot résilience. Ensuite j'avais rejoint KEDGE, l'ISLI, l'Institut supérieur de logistique industrielle. Certains sont passés par là. Et donc voilà, j'ai toujours eu je vous ai expliqué tout à l'heure, je suis tombé sur ce mot par hasard au début, et ensuite j'en ai fait, voilà, j'ai pris mon bâton depuis quelques années. Voilà, ce que je disais à Bernard ce matin, c'est qu'en 2011-12, quand j'ai créé mes premiers cours, je faisais 1 heure sur la résilience. Tout le monde me trouvait pessimiste, parce que je parlais de désastres, de catastrophes, d'accidents, de futures pandémies. Aujourd'hui, j'ai plus d'écoute, je suis ravi. Je peux passer plus de temps à parler de ce sujet. Voilà, je suis moins le pessimiste de la gang. Et donc voilà, je suis ravi de continuer. On a eu beaucoup de projets forcément post-Covid où il y a eu un éveil important. Donc on a été fortement sollicités depuis. Mais je trouve que, voilà, je pense qu'on n'attaque pas forcément le sujet du bon côté, mais vous me le direz tout à l'heure. Et c'est pour ça, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la création de valeur, mais pour moi, voilà, créer de la valeur sans être capable de la préserver, c'est pas aussi non plus une bonne approche. Donc je vais vous parler de tout ça. Il y a plein d'articles assez vulgarisés qu'on a fait dans les dernières années avec toute notre équipe. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est partageable à tout moment. Forcément, je ne citerai pas beaucoup les entreprises avec lesquelles on a travaillé. On a surtout eu du pharma. Forcément, le secteur pharmaceutique post-Covid a été fortement impacté et très vite a pris les devants, mais aussi il y a d'autres secteurs d'activité qui ont brassé un petit peu ce concept dans les dernières années. Et je suis chercheur affilié au Centre de transport et logistique du MIT, où j'ai eu l'occasion de passer ma sabbatique juste avant le Covid, ce qui était bien. Et donc, je parlerai un petit peu de ce qu'on avait fait un petit peu ensemble. Très rapidement, je pense que vous êtes tout à fait ici au bon endroit pour savoir que voilà, on a aujourd'hui en face de nous dans la supply chain beaucoup de nouveaux impératifs. Certains sont là depuis un certain moment, comme la globalisation, mais qui est complètement à repenser aujourd'hui, à revoir sous des tensions géopolitiques, sous des instabilités de différentes sortes. Aujourd'hui, nos supply chains ont été conçues il y a 15-20 ans avec l'hypothèse que tout va très bien aller pour les prochaines 20-30 ans. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a beaucoup de reconfigurations qui sont en cours, de relocalisation, de nearshoring, de reshoring, de questions aussi, comment sera mon exposition au risque à différentes vulnérabilités dans le futur. Protection de l'environnement, ça ressurgit comme un sujet clé, c'est un sujet très important, mais des fois ça cache qu'il y a d'autres sujets très importants dans les organisations. On est parti pendant 15-20 ans à croire que les ressources étaient infinies et qu'on pouvait les consommer comme on voulait sans se préoccuper de cycle de vie, d'économie circulaire et ainsi de suite. Et on se retrouve donc face à tous ces impératifs, des nouveaux types de clients, de types de consommation, des comportements de consommateurs complètement schizophrénique des fois, surtout via le e-commerce et autres. Des coûts de matière, d'énergie qu'on a vus sont fortement explosés, déstructurés, qui ne suivent aucune logique de toutes les théories économiques et statistiques qu'on a vues pendant des siècles. Des changements démographiques aussi globaux, très importants. On a une partie de nos travaux qui sont sur l'urbain, on voit l'urbanisation
On va vers plus d'une cinquantaine de métropoles, de mégapoles même dans le monde, avec des densités de population importantes et des volontés à les livrer tous en 15 minutes en mode doux, ce qui me paraît un petit peu choquant. Donc tout ça, forcément, dans une ère où on dit que la supply chain est le prochain avantage compétitif pour les organisations, ça nous laisse quand même beaucoup de travail. Donc il faut sortir un peu du bois pour réfléchir à toutes ces problématiques-là. Vous avez peut-être vu récemment le premier rapport de l'Union européenne, Forbes l'a repris sur l'industrie 5.0, qui, étonnamment, quand on regarde la figure, on a l'impression de vivre en science-fiction. Mais derrière, vous trouvez 3 mots très importants. Sustainability, human-centric et résilience. Forcément, j'étais ravi de retrouver résilience. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vers ce monde-là. Mais comment? Voilà, je pense qu'il ne faut pas encore se tromper. On quitte une ère très importante où on a été, il faut le dire, très orienté coût, très pris par la logique de low-cost sourcing, low-cost production. Et aujourd'hui, on va vers une approche complètement différente où on va essayer de remettre de l'humain, et de façon très importante, on en entend parler aujourd'hui beaucoup. On va mettre une bonne couche de sustainability. Voilà, même une refonte majeure, on le voit, des business models complètement qui se réinventent. Mais voilà, moi j'arrive avec mon petit bâton en disant, mais n'oubliez pas la résilience, ne vous réveillez pas à la prochaine crise, pensez-y à l'avance de façon anticipative, de sorte à ce qu'on ne revive pas un petit peu ce qu'on a vécu et qu'on soit surpris à la prochaine crise. Qu'est-ce que nous, on a observé pendant une vingtaine d'années? On a décidé d'appeler ça le boom-bust cycle. Voilà. Le boom-bust cycle, c'est en fait, on vit au rythme des catastrophes. Donc à chaque fois, on a des grandes catastrophes. On a commencé, pour ceux qui connaissent le cas Nokia Ericsson en 2000, un petit feu de 8 minutes dans une usine au Mexique qui a complètement déstabilisé et refait quasiment le monde de la téléphonie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, on a eu la grosse partie en 2011 avec les tsunamis au Japon. On a eu un événement, même s'il s'est passé à 6-7 000 km, on a vu des entreprises françaises fortement touchées, des entreprises à l'arrêt, des usines fermées, des gens qui ont été mis à pied. On a très peu réagi, voilà, on a été timide dans nos réactions. Ensuite, on a eu le Covid. Voilà, sur lequel il est venu une tension géopolitique et une guerre Ukraine-Russie, qui a aussi encore amené une forte perturbation. Et avec des réactions, on a été très réactionnaires, il faut dire ça les choses. Et ce qu'on a souvent vu, c'est que les entreprises, en fait, dès qu'on a une catastrophe, sortent des chèques en blanc, faites tout ce qui est possible pour sauver la crise. Okay. Et une fois que ça passe moins dans les médias, une fois que la crise se résorbe, en fait, on revient dans notre normalité, comme si de rien n'était, jusqu'à la prochaine crise. Donc c'est ce qu'on a un petit peu appelé, c'est un peu provocateur, hein, mais boom-bust effect, dans le sens où, voilà, on est très réactionnaire, et surtout, c'est que quand vous en parlez en amont, il n'y a pas d'argent, mais dès qu'il y a crise, il y a les chèques complètement blancs qui sortent, et surtout, ce que je trouvais dommage, c'est que les chéquiers sortent pour résoudre le problème passé et non pas le prochain. Donc on essaye d'investir dans un truc qui est déjà passé, okay, et en fait on ne sait pas, généralement ce n'est pas le même événement qui va revenir la prochaine fois, donc forcément on essaye de fortifier, consolider pour le passé sans forcément préparer le futur. Et donc, on retombe dans nos travers à chaque fois qu'il y a une crise. C'est ce qu'on a appelé le boom-bust effect. Et en fait, voilà, je n'ai pas de boule de cristal non plus, hein, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je crois que finalement, quand vous analysez tous ces événements-là, les conséquences ont beaucoup de similarités. Les événements sont différents, mais en termes de conséquences, quand vous êtes dans la supply chain, c'est plus ou moins les mêmes. Vous perdez accès à vos usines, à vos entrepôts, à vos capacités à produire, à capacité à distribuer, capacité à transporter, à servir vos clients, à générer vos revenus. Donc, les conséquences peuvent être plus ou moins similaires et c'est un peu vers ça qu'on essaye de tendre avec ça.
Donc, c'est la problématique qui nous motive et qui nous amène beaucoup de questions, et une question en amène d'autres. C'est que, effectivement, dans un mode réactionnaire, les entreprises créent des task force. Vous en avez sûrement créé post-Covid dans vos organisations, ont trouvé des bonnes solutions pour être extrêmement réactifs, sauver ce qu'on peut sauver. Mais la question pour moi qui reste ouverte, c'est par rapport au futur, Comment savoir quel est notre niveau de résilience, déjà, aujourd'hui? Est-ce qu'on sait le mesurer? Première question. Et comment, entre Aziz et Toubi, on peut dire qu'on améliore de façon quantitative notre résilience, comme on essaye de faire dans beaucoup d'autres indicateurs, aujourd'hui qu'en présent? Et surtout, combien il faut investir? Quand vous parlez à un vice-président, quand vous parlez à un CEO, qui forcément, post-crise, reçoit des téléphones et rencontre une vingtaine de business units par semaine, qui tous lui disent qu'on est critique, que ça ne va pas, qu'on veut tous des stocks, qu'on veut tous plus d'usines, qu'on veut tous plus de fournisseurs. Comment on fait des arbitrages, en fait? Comment on est capable d'allouer, si j'ai 1 million d'euros, à qui le donner, en fait? Pas celui qui a eu la crise la dernière fois, mais celui qui l'aura dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Okay? Et donc, il y a toute cette logique-là qui nous intéresse. Et forcément, ça nous amène aussi à une autre question très importante, c'est en fait comment on peut amener cette notion de résilience comme un programme dans les organisations. Comment ça peut rentrer dans les processus actuels? Et quel sera en fait le meilleur véhicule dans l'entreprise pour qu'on soit capable de mener ce sujet-là? Pour que ça ne disparaisse pas 3 mois après chaque crise, que ça devienne quelque chose qui fait un peu partie de nos processus et qui puisse forcément toucher les gens qui décident des budgets, du capital budgeting et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est toutes ces questions qu'on a essayé d'amener avec des organisations, en travaillant avec eux des fois pendant 1 année et demie, 2 ans, en rencontrant des difficultés parce que il y a aussi un mindset à changer dans les organisations. Et via ça, on est arrivé à un certain nombre de conclusions. On n'a toujours pas de réponse à tout, et encore une fois, je suis ravi d'avoir votre retour, mais on essaie de faire avancer toutes ces questions-là petit à petit. Alors, je reviens un petit peu à l'origine, et c'est un peu par rapport au boom-bust effect. C'est que post-Covid, on a eu beaucoup de témoignages d'organisations qui nous disent finalement, nous, on a été très résilients. Okay? Et souvent, j'ai l'impression que les gens confondent réactivité et résilience. Oui, certes, post-Covid, il y a des entreprises qui ont fait des trucs magiques, extraordinaires. Voilà, les gens étaient très créatifs, mais c'est beaucoup de la réactivité, parce que tout ça, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'il y a un coût. Et souvent, ce coût-là, il est extrêmement élevé. Donc, pour moi, ça rentre dans la réactivité, pas forcément dans la résilience. La résilience, souvent, on l'attribue à la notion de capacité. La capacité qu'on est capable de se prémunir à un niveau stratégique pour être capable d'être réactif plus tard, sans forcément que ça nous coûte effectivement des montants ou des prix exorbitants. Pour ça, on est revenu un petit peu à l'origine. Le mot résilience a été, si vous le savez, inventé par la physique. Le monde de la physique est exactement en 1904. Donc, sur un test qui s'appelait à l'époque le test de Charpy. Charpy était un physicien qui étudiait les déformations des mouvements. Et donc, tous les matériaux, dès qu'il les déformait, il essayait de voir combien ça leur prenait pour retrouver leur forme initiale. Et donc, il a introduit le mot résilience, qui était la capacité des matériaux à retrouver leur forme initiale. C'est pour ça que les premières définitions dans la supply chain, qui datent de 2003, arrivaient à parler de capacité de bounce back, de revenir à un état initial après une crise. Okay? Et ce que je retiens souvent, c'est ce mot capacité, parce que pour moi, la capacité, j'espère que vous êtes d'accord, ne s'improvise pas. Okay? Donc c'est quelque chose qu'il faut planifier souvent, largement en avance. Et je reviens à mon anecdote. Jim Rice, avec lequel je travaille maintenant, a été l'auteur d'un premier papier sur le sujet en 2003. Et à l'époque, j'avais un projet avec les forces armées canadiennes et cherchais quelque chose sur la sécurité des supply chains. Donc je suis tombé sur cet article qui parlait de la sécurité, mais très vite j'étais absorbé par la notion de résilience et pas du tout de la notion de sécurité. Et depuis, justement, j'ai passé ma sabbatique avec Jim, qui lui aussi était un peu dans le même désespoir que moi, et je vais en parler tout à l'heure. Lui parlait beaucoup aux entreprises, mais qui ne l'écoutaient pas.
Et moi, de mon côté, j'en parlais énormément et je n'étais pas plus écouté. Donc on s'est mis autour d'une table, c'était octobre 2019, et on s'est dit comment on peut aligner notre discours pour comprendre pourquoi on n'était pas écouté et comment faire pour que les gens adhèrent un petit peu à cette notion de résilience qui est très importante, sans être post-crise. Voilà. Bon, le Covid nous a aidés, parce qu'on était beaucoup plus écoutés, mais voilà, on a essayé de le faire a priori avant l'arrivée du Covid. Donc pour moi, l'un des premiers enseignements, c'était d'essayer de faire sortir les gens du paradigme du risque, et de basculer vers la résilience. Quand on raisonne, on réfléchit risque, on est dans notre bunker. On est dans une logique d'évitement. On est dans une logique où je dois raisonner événement. Et on a eu des dizaines de tables rondes et d'échanges avec des entreprises où, en fait, le débat, c'est quel sera le prochain événement, qui, pour moi, n'est pas le bon débat. Parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Le débat, c'est quelle capacité je dois mettre en place pour être capable de continuer à opérer, quel que soit l'événement qui surviendra. Et donc, ce shift dans le mindset organisationnel est pour nous le plus difficile. Et ça prend des jeux, ça prend des simulations, ça prend beaucoup d'efforts collectifs pour être capable de sortir de ce paradigme-là, d'arrêter de réfléchir sur la probabilité de l'événement. Et je ne vous cache pas, on passait des demi-journées à parler de la probabilité d'une prochaine épidémie ou de la probabilité d'une catastrophe naturelle. On n'est pas dans les assurances, on n'est pas dans ce monde-là. Et c'est quelque chose, à mon avis, qu'on n'est jamais capable de bien évaluer. On va toujours être très subjectif. Et j'en parlerai tout à l'heure. Plus on va être subjectif, plus quand je vais monter vers ma direction d'entreprise, on va me prendre pour un pas sérieux. Voilà. Donc, premier élément fondamental, c'est d'arrêter de se concentrer sur les événements, mais plutôt sur les conséquences. Et c'est là, en étudiant les événements de la dernière décennie, on se rend compte qu'en fait, la fréquence des conséquences est plus quantifiable et qu'il y a beaucoup de similarités et de ressemblances dans les conséquences, dans ce qu'on appelle des failure modes. Donc, on a commencé à s'intéresser, mais encore une fois, il y a même l'esprit, on a dû regarder même ce qui se passait dans les neurosciences pour comprendre qu'en fait, dans nos cerveaux, on a une mémoire épisodique qui souvent, elle va stocker nos événements passés et dans laquelle on va puiser pour imaginer les scénarios futurs. Donc forcément, si dans notre mémoire épisodique, on n'a pas vécu quelque chose impactant de grands événements, on a du mal à imaginer des scénarios qui soient aussi de cette ampleur-là. Donc, c'est vraiment un processus très complexe dans lequel il y a le comportement humain, il y a la neuroscience derrière, et donc forcément, ce n'est pas un processus facile, mais il y a des solutions. Ensuite, souvent, pour moi, je parle d'incertitude et pas de risque pour la raison, c'est souvent, ce qui nous frappe le plus, ou ce qui nous préoccupe, c'est le côté négatif de l'incertitude. Pour moi, l'incertitude est un spectre dans lequel tu peux avoir des choses positives et des choses négatives. Souvent, ce qui va nous préoccuper, c'est le côté négatif, et on oublie les opportunités. Souvent, dans le monde incertain dans lequel nous vivons, on l'a vu depuis le Covid aussi, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont saisi de très belles opportunités par ces perturbations-là. Donc souvent, l'incertitude amène aussi des opportunités. Et donc, dans le degré d'incertitude, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on classe. Est-ce qu'on parle d'aléas? Est-ce qu'on parle d'une rupture majeure? Est-ce qu'on parle d'une capacité qu'on va perdre pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois? Est-ce qu'on parle juste d'un prix d'une matière première qui va fluctuer de 5%? Là aussi, on utilise souvent le mot VUCA word pour parler d'incertitude, mais pour moi, il y a différents niveaux d'incertitude et je les classe souvent de 2 choses. L'impact que ça a sur ma supply chain et le niveau d'information que j'ai. Donc souvent, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que, si je reviens même 10 ans en arrière, avoir une demande qui fluctue était vu comme quelque chose d'incertain, problématique. Et les entreprises ont fortement mis l'accent sur les méthodes de forecasting, sur les prévisions, sur les méthodes de planification, pour être capable d'absorber cet aléa, ces fluctuations de la demande, des coûts et ainsi de suite. Voire souvent, on a beaucoup investi là-dessus. Là où on a moins mis l'emphase, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le business as unusual,
C'est pour se préparer à toutes ces catastrophes naturelles, accidents industriels, épidémies, actes de sabotage, tensions géopolitiques, coûts et ainsi de suite, qui peuvent toucher différentes régions dans le monde. Là, on a beaucoup moins investi d'argent, même dans la recherche, on a moins investi au niveau des outils, on a moins investi dans les méthodes pour être capable de quantifier et d'analyser, et c'est vers là qu'aujourd'hui, on a intérêt à tendre. Il y a même une catégorie, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure au niveau neurosciences, qu'on appelle le deep uncertainty. Et souvent, ce qu'on a réalisé, c'est que peut-être, c'est pas forcément qu'un secteur, mais l'industrie militaire est celle qui est le plus avancée pour réfléchir dans l'incertain. Souvent, ils imaginent un monde qui est complètement différent duquel ils s'entraînent et se préparent pour des types d'événements, les Black Swan et autres, qu'on n'a jamais vu arriver. Okay ? Et je pense que ce parallèle est très intéressant parce qu'effectivement, pour imaginer des scénarios différents, il faut se préparer, il faut aussi avoir le bon mindset pour le faire. Donc encore une fois, toute cette partie aujourd'hui fluctuation, elle rentre dans nos mœurs, elle fait partie du business as usual, on l'accepte, on vit avec. Là où on a encore du mal à accepter, des fois, c'est le business as unusual. Pourquoi, encore une fois? Parce que dès que vous parlez du sujet, le premier pop-up qui vient dans votre esprit, c'est sa probabilité d'occurrence. Et dès que c'est faible, ça disparaît de votre cerveau. Okay? Parce que notre cerveau, il est fait pour faire des raccourcis vers l'équivalent certain. Plus quelque chose a une probabilité forte d'occurrence, plus elle va attirer notre attention. Plus elle est dans la queue de distribution, plus mon cerveau va dire pas tout de suite, pas maintenant, et on passe à autre chose. Okay? Et ça, le cerveau humain fonctionne comme ça. Donc, il y a deux éléments. L'impact, j'en ai parlé. Il y a aussi le niveau d'information. Il faut aussi dire que lorsque vous allez, on a fait beaucoup de data mining dans beaucoup d'organisations, on n'arrive pas à retrouver des événements perturbateurs tels qu'on l'imagine. Pourquoi? Parce que comme il y a beaucoup de réactivité, il y a toujours des actions qu'on met en place. Quand vous étudiez des données historiques, en fait, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que au lieu d'envoyer par bateau, j'ai pris l'avion. Au lieu de prendre l'avion, j'ai fait des substitutions de produits. Si j'ai pas fait de substitution de produits, j'ai appelé le client pour reporter la commande de 3 semaines. Donc j'ai toujours fait des actions réactionnaires qui font que quand, de façon isolée, j'étudie des données historiques, en fait c'est plat. J'ai l'impression qu'il n'y a rien se passé. Au début, on s'imaginait, on va voir des choses terribles qui se passent, mais en fait, nos systèmes captent aussi nos réactions. Et donc, comme on a utilisé beaucoup de façons de réagir, souvent, on ne le voit pas. Donc, ça s'estompe et on n'arrive pas à l'étudier. Par contre, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que maintenant, il y a des entreprises qui se spécialisent à fournir ce genre d'événements-là. Okay? Il y a même des startups qui se sont créées. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec Resiliink. Et Resiliink, c'est ce genre d'entreprise aussi de startup qui essaye d'être un peu dans le event watching, donc de capter des données à travers le monde, d'être capable de les partager. Et j'ai vu de l'autre côté des entreprises qui, à l'extrême, sans les nommer, achètent 17 bases de données différentes et se trouvent dans la problématique comment je les intègre en termes de registres internes, sinon ça devient un peu aberrant. Et comment je suis capable d'acheter aujourd'hui, FM Global le fait aussi, soit des indices d'exposition au risque, soit des event watching, soit des informations qui me permettent au moins d'avoir plus de sensing ou d'informations, d'alerte sur ce qui pourrait potentiellement devenir un événement très inquiétant, une exposition au risque, un élément inquiétant. Pourquoi on a ça? Parce que forcément, on manque beaucoup de visibilité. Okay? Et on s'est rendu compte, quand vous êtes dans un maillon de la chaîne, vous avez une idée sur votre fournisseur, mais quand vous êtes sur des chaînes où vous avez 6 tiers de fournisseurs, le numéro 5, déjà, vous ne savez même pas qui il est. Au pire, vous avez son siège social, mais jamais où l'entreprise est localisée. Et même si vous l'avez et vous le connaissez, il ne vous dira pas quand il est dans le trouble. Okay. Donc forcément, on a besoin de données externes, on a besoin d'aller chercher des registres de données qui vont me prévenir qu'il y a des alertes, qu'il y a des choses qui risquent de se passer et pour lesquelles moi je dois me prévenir. C'est un bon début. Moi, je trouve que ce n'est pas satisfaisant parce qu'encore une fois, c'est trop statique. Voilà.
Donner une information une fois par an, une fois aux 6 mois ou une fois en 9 mois, les choses aujourd'hui avancent un peu trop vite pour rester sur ces cadres statiques-là. Ce que je dis souvent, on parle beaucoup des désastres naturels parce qu'il y a tous ces organismes humanitaires aussi qui l'utilisent pour créer un système de donation, pour créer. On parle très peu des accidents industriels et pourtant il y a plus de 1000 accidents industriels par année qui arrivent dans le monde. On en parle peu parce que ça touche de très grandes entreprises qui, pour leur image de marque, n'ont aucun intérêt à ce qu'on sache ce qui s'est réellement passé, parce qu'en termes sociétal, en termes écologiques, c'est des gros désastres. Donc là aussi, il y a un manque, il y a une rétention d'informations aussi des fois volontaire à laquelle on n'accède pas. Souvent, donc, les entreprises savent quoi faire. Voilà, quand on s'assoit, quand on crée des task force, qu'on leur dit, vous, pour être résilient, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et souvent, moi j'en ai mis une liste, voilà, je dois ajouter un fournisseur, je dois faire du sourcing en multiflux, je dois faire du nearshoring, je suis trop éloigné, ou je vais faire des buffers de capacité, ou je vais essayer de convaincre ma direction qu'il faut quand même un peu de stock dans la supply pour justement absorber ce genre de perturbations. Et là où le bas blesse, c'est qu'ils ont tous de très belles idées, et je prétends jamais avoir de meilleures idées que les entreprises, mais là où il y a un blocage, c'est comment justifier ces investissements-là. Parce que derrière chacune de ces actions, il y a un investissement. Comment le justifier? Comment faire monter ces informations-là, ces besoins-là, pour être capable de justifier que c'est ce qu'il faut pour prévenir les 4, 5, 10 prochaines années. Et ça, c'est une difficulté, c'est la plus grosse difficulté. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux investissements et non pas aux actions, parce qu'on considère que les entreprises sont assez grandes pour savoir ce qu'elles veulent, sauf qu'elles ont du mal à les justifier, parce que forcément, premier réflexe d'un patron, c'est quoi le retour sur investissement? Et ça, on n'est jamais capable d'arriver avec un truc positif. Tu vois, à moins d'avoir une probabilité de 1, généralement, on va vite noyer tous ces investissements parce qu'il y a rarement un retour sur investissement. Donc à partir de là, on a commencé forcément à dire ce sujet-là, c'est un sujet pour moi, du moins pour au moins une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années. Premier élément, premier bambou pour le tenir, c'est être capable de mesurer. Si on n'arrive pas à quantifier, voilà, une entreprise qui me dit je ne suis pas capable de mesurer ma résilience d'aujourd'hui, je ne peux pas pour moi prétendre à dire que je suis en train de l'améliorer. Okay. Et ce que je veux surtout éviter, c'est de faire un peu la même logique écologique où on dit j'améliore de 1%, de 2%, de 3%, quelque chose que je ne sais même pas mesurer. Okay. Donc pour moi, premier élément, c'est comment je mesure. Pourquoi demain, dans un SNOP, allez, je vais le dire le mot, pourquoi je n'ai pas un indicateur de résilience? Pourquoi dans mon tableau de bord, je ne suis pas capable de dire j'ai un indicateur, il est à 8 sur 10 aujourd'hui, il est à 9, il est à 70%, et demain, je voudrais le faire monter à 90, sujet à ces cash flows-là. Okay. Donc aujourd'hui, la première question, c'est comment on est capable de quantifier. Okay. Et on a fait un petit peu le tour de ce que font aujourd'hui les organisations, et on a retrouvé surtout qu'on est tous capables de les classer selon 2 grands axes. Leur maturité par rapport à la supply chain, la maturité de la supply chain est très importante, et je le dis, beaucoup d'organisations, quand je viens parler résilience, ils me disent non, on n'en est encore pas là. Voilà, donc on est loin. Voilà, donc, et forcément, parce que la maturité de la supply chain, s'il n'y a même pas un SNOP en place, si les process sont trop en silo, s'il n'y a pas une organisation globale, c'est très difficile de ne pas leur parler de résilience. Okay. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la façon de quantifier. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle le côté analytique. Okay, les méthodes analytiques, les méthodes de calcul. Il y a encore beaucoup où les processus de décision sont un peu dans ce qu'on appelle le ad hoc, très dans l'intuition, moins dans l'utilisation des méthodes analytiques avancées. Donc forcément, leur capacité ou leurs capabilities à quantifier un sujet comme celui-là sont souvent assez faibles. Et ça s'arrête à faire un calcul de probabilité de l'événement fois un impact. C'est tout. Voilà. Et donc on arrive à catégoriser 4 grands cadrans. Forcément, ici, c'est là où je veux le moins être, parce que là, c'est vraiment du ad hoc, c'est très intuitif, c'est basé sur les événements. C'est vraiment du best guess.
Ici, il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé leur équipe de contingency planning, donc de mise en place de plans de contingence. Souvent, et il y a des entreprises assez matures qui le font pas tout seuls, qui le font avec leurs fournisseurs, qui se réunissent 3-4 fois par an avec les fournisseurs clés pour s'asseoir et essayer de penser de qu'est-ce qui veut aller mal. Le défaut de la démarche, c'est toujours orienter événement. Et donc, si ce n'est pas l'événement qui arrive, ben, on ne fait rien, on n'a pas de plan de contingence. Et souvent, c'est tellement subjectif qu'on a du mal à justifier derrière les financements de ce genre de solutions, même s'ils inventent de très belles idées à l'avance, mais ce n'est pas suffisamment quantifiable. Ensuite, on a deuxième type de catégorie où là, on va utiliser des méthodes beaucoup plus d'optimisation, méthodes statistiques, aujourd'hui du machine learning, des méthodes vraiment analytiques très avancées. Et souvent, dans cette catégorie-là, on s'est rendu compte qu'on s'inspire de la finance. Et il faut dire, la finance a un pas d'avance pour ce qui est de l'optimisation sous incertitude. Okay ? Et donc, dans la finance, il y a deux grandes classes, je le résume assez vite. L'optimisation de portefeuille, okay, où on cherche à maximiser une espérance mathématique d'un revenu, d'un profit, avec une certaine déviation de risque. C'est ce qu'on appelle le at-risk value. Okay, on veut savoir quelle est la valeur à risque que je vais faire. Mais souvent, c'est très basé sur les espérances, donc sur les moyennes. Et pour les événements de type catastrophe, généralement, bah, la moyenne n'est pas forcément le bon indicateur. Il y a une autre théorie en finance qui est la théorie des options. Et la théorie des options est celle qu'on utilise souvent quand il faut investir dans des projets de type risqué pour lesquels on n'a aucune idée du rendement que ces investissements peuvent donner, et avec des investissements échelonnés. La théorie des options, elle a cet avantage de dire the right and not the duty. Donc, j'ai la possibilité, mais je n'ai pas d'obligation. Okay ? Et je pense que c'est le meilleur, donc, en tout cas dans les entreprises où on aborde des sujets, c'est la meilleure porte d'entrée. Parce qu'effectivement, si je parle du duty tout de suite, j'ai le ROI qui me revient à la figure. Okay. Si je parle de right and not the duty, on est plutôt dans une approche, effectivement, il faut se prémunir, il ne faut pas s'attendre à un ROI pour chacune des actions, mais dans le futur, c'est quelque chose qui va développer des capacités pour l'organisation. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt dans le option value, dans lequel aussi il y a un aspect quantitatif extrêmement riche, c'est qu'on ne parle pas des moyennes, mais on prend en fait toute la distribution. Et la distribution, statistiquement, c'est très riche, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que juste prendre la moyenne d'une distribution. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Donc maintenant, on essaye de quantifier. Voilà, on a essayé de quantifier. J'ai repris quelques éléments. Shipeo a beaucoup répertorié des événements durant le Covid. En fait, quand on réfléchit conséquences, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'on perd, dès qu'il y a un événement, on perd beaucoup de capacité au départ, si je raisonne capacité, et ensuite on a une phase de stagnation, une phase de récupération, qui peut être plus ou moins rapide. Des fois, ça peut être 2 semaines, des fois, ça peut être des mois. Et en fait, la problématique majeure, c'est que, si je le schématise ici, c'est que ce qui m'inquiète, c'est la période où je n'ai pas ma capacité. Okay ? Je peux avoir une assurance sur mes bâtiments, je peux avoir une assurance sur mes équipements. Là où je vais avoir du mal à m'assurer, à être prêt, c'est ma perte de capacité et ma capacité à continuer à opérer. Ce que j'ai prévu de faire, ce que j'ai planifié dans mon plan de production, dans mon plan de distribution pour servir mes clients et aller chercher mes ventes. Okay ? Donc c'est cette partie-là de la courbe souvent, okay, en dessous, qu'on va essayer de modéliser. Et souvent, on a trouvé 2 indicateurs très simples. En fait, toute la période où j'ai moins de capacité, j'ai ce qu'on appelle le time to recover. Okay, c'est le temps que je vais prendre pour récupérer. Okay, c'est un temps de récupération. Et en fait, toutes les solutions ou stratégies de résilience ou actions de résilience que je vais mettre en place, en fait, on va le transformer ou le quantifier comme ce qu'on appelle un time to survive. C'est le temps que je vais me prémunir pour survivre. Je donne un exemple. Si j'ai un désastre naturel, une épidémie qui va toucher 80% de ma capacité de production pour les 3 prochains mois, mon time to recover, c'est 3 mois. Il va me falloir 3 mois pour récupérer mes capacités. Si j'ai X quantité de stock, okay, qui est disponible à l'entrepôt, donc pour 1 mois, mon time to survive, c'est 1 mois. J'ai assez de stock pour couvrir 1 mois. Et donc, ce qui m'inquiète, ce n'est pas les 3 mois. Ce qui m'inquiète, c'est les 2 mois. Okay.
Et pour savoir combien investir, idéalement, j'aimerais que le time to survive soit à minima égal au time to recover. Okay? Donc je pars de la logique capacité et je transforme ma problématique en deux ratios. Un qui va s'occuper de l'impact de l'événement sur mon organisation, okay? Qui est le time to recover, ce que je ne contrôle pas, que je ne suis pas capable de contrôler. Par contre, ce que je suis capable de contrôler, c'est mon time to survive. Combien de temps je peux survivre, soit en ayant de la capacité, si je reviens à mes exemples de tout à l'heure, soit parce que j'ai un deuxième supplier qui est dans une zone pas risquée, qui est hors zone atteinte, ou parce que j'ai suffisamment de produits de substitution qui vont me permettre de ne pas perdre en termes de revenus et être capable de continuer à opérer. Okay? Tout ça, je vais l'exprimer en time to survive. Et en fait, ça devient une problématique d'équation, où je vais être dans le rouge à chaque fois que j'ai un time to survive qui va être beaucoup plus faible que le time to recover, et je vais être dans le vert dès que mon time to survive va être à minima aussi élevé que le time to recover. Okay? Donc c'est comme ça qu'on l'a modélisé et qu'on l'a introduit de façon quantitative dans les organisations. Maintenant, si je prends la différence entre le time to survive et le time to recover et to survive, si je suis dans le négatif, c'est là où j'ai un gap, j'ai un trou. Si je multiplie ce trou par à minima le net sales, forcément, je vais savoir combien je vais perdre financièrement. Et une fois que je commence à parler financièrement, je suis capable de savoir si tel événement survient, quel sera mon profit ou mon revenu et à quel point il est éloigné du revenu, du profit espéré que je voulais avoir ou que j'aurais eu si aucun événement ne se passait. Okay? Et donc, on va utiliser souvent la simulation. On va générer un nombre très important d'événements, okay? Des événements plus probables que d'autres. On en arrive à générer des milliers d'événements, okay? De façon probabiliste en utilisant des bases de données. Et sur cela, à chaque fois, je vais simuler l'impact de ces événements si je ne fais rien et l'impact de ces événements si j'applique une des actions de résilience que j'ai citées tout à l'heure. Qualifier un fournisseur, avoir du backup, rajouter du stock et ainsi de suite. Et en fait, on obtient souvent cette sorte de distribution dans laquelle, en fait, quand rien ne se passe et que j'ai fortement investi dans ma résilience, je vais me retrouver dans une zone où le profit que je vais faire va être dans une zone qu'on appelle acceptable. Okay? C'est ce que j'ai prévu à un certain intervalle de confiance. Et ensuite, on va se retrouver dans une autre zone qui est vraiment une zone où la valeur à risque est beaucoup plus faible. Et donc forcément, ici, c'est un souci pour moi parce que le profit que je risque d'avoir si je ne me suis pas prémuni avec des stratégies de résilience ou si j'ai rien fait, donc avec un outcome financier qui va être beaucoup plus faible, beaucoup moins important. Okay? Et je peux avoir des cas dégénérés où forcément, si j'ai des événements fortement catastrophiques, si j'amène aucune réponse, je peux avoir des pertes très très importantes. Okay? Donc, ce passage-là, il vient encore une fois du TTR, TTS que je multiplie par des indicateurs financiers pour justement, encore une fois, mon objectif, c'est de ramener ça à un langage financier. Okay? Pour le ramener dans une logique d'investissement. Ce langage financier, au lieu d'aller aujourd'hui, encore une fois, dans beaucoup d'organisations, quand on parle du profit, des profits ou des pertes de l'année prochaine, on amène une valeur ponctuelle. Okay? On dit ça va être ça. Nous, ce qu'on dit, en fait, ça va être une distribution. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Okay? Et de cette distribution, j'arrive à distinguer ces trois catégories. Si vous êtes là, c'est acceptable. Si vous êtes là, c'est sérieux pour vous, donc il faut le savoir. Ici, ça va être catastrophique. Et en le faisant de cette sorte-là, forcément, même visuellement, je sais très bien que je veux être dans cette zone-là. Je veux surtout éviter d'être là, jamais voir ça. Et donc forcément, je vais vouloir shifter de cette partie-là vers cette partie-là. Mais ce shift-là, on parle argent, on sait le compromis à faire et combien d'argent je dois mettre sur la table pour être capable de transformer ces résultats-là vers cette zone-là.
Okay. Donc le langage, la discussion, et c'est la théorie des options qui fait ça, c'est que quand j'ai un as-is to be, si je veux que le to be reste dans cette zone-là, ben ça va me donner mon niveau d'investissement nécessaire pour la résilience. Okay. C'est comme ça qu'on l'a transformé dans une logique financière derrière. Aujourd'hui, ça c'est fait par des modèles de simulation, mais on l'a récemment vu implanté au-dessus d'un digital twin. Donc, si tu as un digital twin qui déjà a un détail très important du fonctionnement de l'organisation, okay, donc forcément, c'est très facile de nourrir ce genre de modèle de simulation avec des données entreprises pour dire, ben voilà, si je te donne 1000 événements, demain, certains risqués, moins risqués, ben, tu vas me dire comment ton entreprise va subir l'impact pendant les 12 prochains mois. Et je veux regarder ça comme un indicateur financier. Et ça me générera des distributions de ce type-là. Okay. Et en fait, voilà, j'ai pris quelques exemples ici dans un projet qu'on a eu récemment. J'arrive maintenant à visualiser des as-is et to-be d'un point de vue financier. Okay. Et je vois que souvent, ben, vous voyez, il y a une grosse barre parce que dans beaucoup de cas, il n'y a rien qui se passe, heureusement. Okay. Donc, sur mes 1000 événements, je vais peut-être avoir 70% ou rien de méchant qui va se passer, mais j'ai ces 30% qui m'embêtent. Et ces 30%, si je regarde mes distributions, ça sur mon as-is, ben en fait, j'ai une très grande variabilité. Okay. Donc, la valeur plausible dans le futur, elle peut être très inquiétante versus elle va être quelque chose dans un niveau intermédiaire. Okay. Et là, ça a suscité un débat très important dans deux organisations. C'est que, en fait, c'est quoi mon objectif? C'est prendre tous ces cas-là et essayer de les ramener vers la gauche, ou est-ce que s'occuper uniquement du pire cas? Et ça aussi, souvent, c'est quelque chose sur laquelle on met beaucoup d'attention, parce qu'on regarde notre pire cas et on dit, eh ben, il faut que je m'arrange pour ne pas avoir le pire cas. Mais souvent, ce pire cas, comme il y a une très faible probabilité, ce n'est pas celui qui va devenir la problématique dans le futur. Donc, ce qu'il faut penser, c'est comment déplacer en fait, toute sa distribution vers un point. Et vous voyez, encore une fois, la distribution statistiquement, d'un point de vue analytique, est beaucoup plus riche que la notion de moyenne. Si vous remarquez, dans mon as-is et to-be, je peux aller voir un patron et lui dire, en fait, j'ai la même moyenne. Tu vois, la moyenne est à 8 millions. Et en fait, là, je te fais dépenser 15 millions, mais je vais avoir quasiment le même outcome à la fin de l'année. Okay. Donc forcément, il va me dire, t'es gentil, mais non. Okay. Par contre, si je lui dis que ici, tu as toute ta distribution qui a shifté à cause de l'investissement que j'ai fait, là, il y a une sorte de retour sur investissement, donc une net present value qui va être beaucoup plus importante que si je raisonne uniquement en une valeur espérée. Et souvent, la théorie des options, encore une fois, elle a un avantage. On l'a vu, encore une fois, si je prends l'exemple de la pharma. Dans la pharma, je l'ai vu aussi dans l'aéronautique et dans d'autres secteurs, on ne qualifie pas un fournisseur en 24 heures. Des fois, c'est des processus qui prennent 2 ans, 3 ans, voire plus. Okay. Donc, dans beaucoup d'industries, si je ne commence pas ce processus d'option, d'investissement optionnel très tôt, je ne trouverai jamais le moment où j'en ai besoin. Okay. Donc c'est pour ça la théorie des options, c'est vraiment des décisions séquentielles dans le temps qui vont renforcer mes capacités à moyen et à long terme, mais non pas forcément à court terme. Encore une fois, très rapidement, on arrive avec une approche, puisqu'elle est très quantitative, de garantir une sorte de profit. En fait, je suis capable de dire que si j'investis tant, je garantis à 92% que mon profit ne sera jamais inférieur à ça. Okay. C'est un peu la logique stock d'aujourd'hui. Je peux garantir un niveau de service. En fait, dans la résilience aujourd'hui, on arrive quantitativement à être capable de dire bah, si j'investis telle quantité, okay, si je mets 5 millions, je garantis à 90%. Si je mets 15 millions, je garantis à 95%. Et ainsi de suite. Donc on arrive à le transformer en une garantie d'un profit qui est contrasté par un niveau d'investissement donné. Okay. Et les organisations, ben, elles peuvent choisir n'importe quel point dans cette courbe-là pour s'assurer d'un revenu un peu plus certain. Okay. Dans des organisations, on parle maintenant de uncertainty cash. Okay. Parce qu'on ne sait pas, mais cet uncertainty cash, nous, ce qu'on amène avec cette dimension-là, c'est quelle est la garantie de ce cash-là. À quel point je peux garantir que dans le futur, je peux avoir un minima cette quantité. Je peux en avoir beaucoup plus,
Mais à minima, je ne serai jamais moins que ça parce que j'ai amené beaucoup de résilience dans ma supply chain. Je finirai par faire un lien, encore une fois, la troisième partie qui me semble très importante, c'est que, encore une fois, ce n'est pas un processus one-shot. Okay? C'est très important que ça rentre pour les prochaines années, comme ça devienne des programmes. Okay? Et je prends un exemple de Johnson & Johnson qui, à un moment donné, avait nommé un VP Supply Chain Resilience Development. Ils ne sont pas le seul. Aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, on embrasse le sujet comme il faut. Ça veut dire qu'il faut un chef d'orchestre aussi en interne qui va dire, bah, voilà, comment on va attaquer la résilience est un sujet important, comment on va l'amener dans nos process. Et ce qu'on a compris dans beaucoup d'organisations, c'est ce lien entre le Business Continuity Planning, où on a souvent des gens de très bon niveau, ils sont complètement déconnectés du SNOP. Okay? Et ils ne sont pas capables d'amener ce langage-là financier que je viens de vous présenter. Et souvent, quand on arrive au SNOP, c'est là où les gens ont aujourd'hui ce langage-là, ce langage financier. Et ils ont l'habitude d'aller voir l'équipe budgeting, ils ont l'habitude de parler investissement dans beaucoup d'éléments, incluant dans la résilience. Donc le chaînon manquant, c'est entre les business continuity plans, les équipes résilience et les SNOP. Donc moi, personnellement, je crois que le SNOP est le meilleur véhicule aujourd'hui, parce que c'est un processus qui devient très stratégique, qui est de plus en plus écouté, suivi, mais qui aujourd'hui manque dans ses tableaux de bord, dans ses visuels et même des fois dans sa philosophie, cette notion de résilience. Okay? Et si on arrive à amener ce sujet sur la table du SNOP, et surtout avec le bon langage, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, si je vais parler du deuxième fournisseur des 4 unités de produits à rajouter à l'entrepôt, c'est pas le bon endroit. Si je le ramène avec le bon langage qui est financier, au niveau du SNOP, je vais être beaucoup plus écouté et ça va sûrement me permettre, au niveau du capital budgeting, d'être capable d'aller chercher des financements et je vais être beaucoup plus entendu, compris, que si je reste à un niveau très opérationnel. Okay? Et donc forcément, ce qu'on croit, c'est que donc forcément, il faut créer des programmes, il faut avoir des gens en interne qui travaillent sur ce sujet de façon continue, parce que ce n'est pas un sujet simple. Okay? Il y a beaucoup de changements, de shift dans le mindset, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire pour arriver à basculer dans cette logique-là. Et encore une fois, elle n'est pas du tout en controverse vers les efforts qu'on fait pour la sustainability. Elle n'est pas du tout opposée à toutes les approches demand-driven qu'on fait contre l'incertitude, contre la planification de demain. Elle est plutôt alignée. C'est juste une couche de plus, un indicateur de plus, et je pense la richesse des indicateurs est souvent plus souhaitée que révolue. Ah, voilà. Je conclue avec des perspectives. Encore une fois, ce que je voulais amener un petit peu avec vous, c'est des questions. Je repars avec des questions. Mais pour moi, on est au début de cette ère-là où on a besoin de renforcer, d'amener cette résilience, de quitter cette logique événement, de basculer vers cette logique réfléchir capacité et voir plus tard revisiter la notion de valeur. Aujourd'hui, encore une fois, la notion de valeur dans la supply chain a été très orientée coût. Elle passe aujourd'hui vers plutôt une marge, mais une marge économique. Et on voit très bien la tendance que demain, on va parler plutôt de l'aspect écologique et sociétal qui font aujourd'hui partie de la valeur dans les organisations. Et donc la résilience, pour moi, c'est aussi la capacité de préserver cette valeur-là. Okay? Donc une fois qu'on crée de la valeur, mais si on crée de la valeur en s'exposant à des risques un petit peu partout, je pense qu'on va plutôt de la détruire que la créer. Donc la résilience, ça va être nos outils qui vont nous permettre de prémunir dans la résilience. Le prochain concept, ça va être la robustesse. Donc comment je crée de la valeur et je suis résilient pour la préserver. Donc, et pas uniquement pour aujourd'hui, mais de façon séquentielle dans le temps. Okay? Comment je reste assez solide pour pouvoir le faire. Donc en conclusion, mes takeaways, je pense que j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas à tous ces événements. Je pense que c'est une erreur de croire qu'on redeviendra intouchable ou que plus rien ne se passera.
parce que je pense qu'aucun de nous n'est capable de prédire l'avenir. Le piège à éviter, c'est de raisonner que événements, okay, parce que notre cerveau va se débrouiller pour qu'on oublie les événements extrêmes. Il est fait comme ça. Donc réfléchir conséquences, et je pense aujourd'hui, le Covid au moins a laissé une trace dans nos mémoires pour dire que oui, on peut avoir des choses extrêmes et que forcément il faut se prémunir contre. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit incertain, je pense qu'on ne peut plus avancer si on n'a pas un minimum, une couche d'analytique. On a vu que beaucoup d'organisations ont créé des centres d'excellence en analytique qui se sont renforcés en data scientists, ils se sont renforcés en manager, en optimisation, parce que forcément, c'est des outils qui permettent de mieux caractériser le monde incertain dans lequel on vit. Et encore une fois, je pense que dès le départ, penser une stratégie dans laquelle on vise la robustesse et non seulement une création de valeur dans un monde qu'on assume qui va être certain, connu d'avance, est quelque chose de très important. Et encore une fois, je crois beaucoup que le SNOP est peut-être aujourd'hui le meilleur levier pour faire avancer le sujet dans les organisations, pour le ramener à un niveau de process régulier. Donc voilà, c'était mon petit bâton de pèlerin du jour.